Et bientôt, ces élucubrations sur le plutonium cessèrent. En 1955, les militaires ont définitivement perdu la main. Le 26 mars 1956, le ministre de la Défense nationale et des Forces armées va écrire à Guy Mollet. Je cite, « La première explosion expérimentale nécessitant de 10 à 20 kg de plutonium pourrait être réalisée dans l'hiver 59-60. » Donc, on l'a compris, le départ de Pierre Mendès France n'a pas interrompu la marche en avant de la bombe. Quoique le gouvernement d'Edgar Faure a été un gouvernement de transition, la construction de la bombe s'est poursuivie dans les coulisses. Je dis bien dans les coulisses, parce que c'est après la première explosion à Regan en Algérie en février 60 qu'il y a eu en réalité l'ordre oral de fabriquer la bombe. C'est assez incroyable. En fait, Edgar Faure ne pouvait agir autrement. Les partis de gauche étaient plus résolus que jamais à combattre l'arme atomique. Et c'est le 20 mai 1955 qu'a été signé un protocole secret, donc, entre les armées et le CEA, constituant un arrangement pour des accords de crédit, premier acte gouvernemental affirmé pour la construction, enfin, de la bombe française. Le gouvernement va adopter par décret le plan de développement général 1955-1957. Alors après, je vous le dis, tout est allé très vite. On va détacher de l'armée les meilleurs physiciens qui vont rejoindre le CEA. Une convention a été signée avec le service des poudres. Les militaires et les civils, chacun de leur côté, travaillaient à un élément du kit nucléaire, si j'ose dire. Le protocole serait signé le 20 mai 1955 entre l'armée et le CEA. Tout ça fonctionne à ce moment-là parfaitement. Pour faire une bombe, il faut de la matière première, un explosif et une source neutronique. La question du plutonium étant réglée, il faut donc s'attaquer aux explosifs pour réaliser ce qu'on appelle l'implosoir. Pour mettre en mouvement la masse de plutonium et le faire passer à l'état critique et surcritique, comme on dit, il faut effectivement avoir recours à un explosif traditionnel et maîtriser les secrets des ondes explosives, c'est-à-dire ce qu'on appelle la détonique. Ce mot savant désigne en fait la science du déplacement des ondes des explosifs. Or, pour parvenir à réaliser un engin atomique, eh bien, toute la difficulté, c'est de concentrer la matière fissile pour la rendre surcritique, dépasser la masse critique. L'explosif classique, c'est le meilleur moyen pour déclencher l'explosion nucléaire, mais les Français ne savent pas faire les implosoirs, qui est une opération difficile à réaliser. Eh bien, c'est pour cette raison que des ingénieurs des poudres ont été mis à disposition du CEA et se sont mis à la tâche. Et évidemment, le jour venu, ils ont été capables de réaliser une focalisation extrêmement forte de l'explosif en un point donné. Ainsi, avant même de posséder le premier gramme de plutonium de Marcoule, la France disposait enfin du schéma théorique de l'implosoir. Et donc, les choses avancent. La masse fissile, c'était Marcoule. L'implosoir, le service des poudres. Il restait donc une question très difficile à maîtriser, la question de la source neutronique. Effectivement, à l'instant où le cœur du plutonium atteint l'état surcritique, eh bien, la réaction en chaîne peut ne pas s'amorcer si elle n'est pas alimentée par des neutrons en nombre suffisant. Je vous passe évidemment les détails qui m'ont largement échappé, j'ai quand même essayé de comprendre. Alors le doute s'empare des esprits, et si la bombe atomique ne donnait rien faute d'une source neutronique adaptée? C'est la grande question. Faute de quoi des kilos de plutonium représentant des centaines de milliards de francs et des années de travail acharné feraient tout simplement un flop. Or, le plus incroyable, c'est que quand De Gaulle a proclamé que la France deviendrait une puissance nucléaire, le problème restait entier. Mais avant cette déclaration, je vous assure, il va se passer encore pas mal de choses. À la suite des élections législatives du 2 janvier 1956, le paysage politique français va changer brusquement. Vous avez compris la date, janvier 1956. En pleine guerre d'Algérie, le scrutin a été favorable au parti de gauche. Du coup, le président de la République, René Coty, appelle Guy Mollet à la présidence du Conseil. Et il va gouverner la France jusqu'à sa démission du 21 mai 1957, conduisant pendant près de 16 mois le plus long des 22 gouvernements que la France ait eu en 12 ans de 4e République. Et vous imaginez bien ce qui va se passer. Lors du débat d'investiture, la bombe a occupé une place centrale. Et dans sa déclaration de politique générale, Guy Mollet dit ouvertement, écoutez bien, que l'Europe des six ne fabriquerait pas la bombe et que la France ne pourrait y parvenir seule.
Le nouveau président du Conseil avait donc donné satisfaction aux modérés, partisans de l'Europe, rallié les députés de son camp, séduit les communistes. En apparence, le destin de la bombe était scellé. De leur côté, les experts et les services de renseignement français et étrangers savaient que si on laissait la France continuer sur sa lancée, finalement elle aurait tôt ou tard la bombe atomique. Pour bloquer l'affaire, les forces politiques intérieures et internationales qui s'opposaient à la bombe française imaginèrent de lier les mains de la France d'une manière plus subtile. Ils se mirent en effet en tête d'élaborer un traité européen de l'atome qu'on va surnommer Euratom. Ce traité stipulait la mise en commun des ressources atomiques des 6, chacun des États renonçant, je cite, à toute utilisation de l'atome à des fins militaires. Alors là, pas besoin de faire un dessin, c'en serait fait, fini de la bombe française si le traité d'Euratom était conclu. Et inutile de chercher bien loin, derrière Euratom, en fait, se tenaient qui ? Les États-Unis. Comme toujours, il semble bien que l'idée d'Euratom, en fait, est bien germée chez les Américains. Max Heisenberg, en poste à l'ambassade des États-Unis à Paris, où il est chargé des questions sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique en Europe, lance effectivement l'idée d'une communauté européenne de l'énergie atomique. Même les Anglais le disent, puisque selon leur chancellerie, les États-Unis sont bien derrière Euratom. Mieux même, on a une dépêche secrète de l'ambassade américaine à Paris qui révèle l'intention du jeu américain dans cette affaire, je cite « Nous demandons que les nations membres de l'Euratom prennent l'engagement solennel de renoncer à l'usage de l'atome à des fins militaires comme un geste de portée mondiale pour la paix et le désarmement ». Le 9 février 1956, le conseiller de Pierre Mendès France écrit sans détour ce que personne ne pouvait dire à haute voix à ce moment-là. Je cite encore, « Toutes les informations et tous les indices recueillis concordent, l'Amérique est en faveur d'Euratom. Elle est opposée à ce qu'un effort atomique de caractère militaire soit entrepris en Europe, c'est-à-dire, en pratique, par la France. » Donc, en filigrane, le dessous des cartes d'Euratom, l'intégration européenne signifie la fin d'un armement nucléaire autonome. Pour les Américains, Euratom, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, paré de nouveaux habits, à nouveau, pour contrer la bombe française ou européenne. Or, le nouveau président du Conseil est un partisan de l'Europe des 6. Depuis 1952, il siège à Strasbourg comme membre de l'Assemblée de la CECA. L'unité de l'Europe est devenue même son credo. C'est un ardent défenseur de l'ex-CED, souvenez-vous, la communauté européenne de défense. Il était de ceux qui assimilaient communauté économique et communauté de défense. Et l'Assemblée nationale va voter à une large majorité, par 332 voix contre 183, le principe de participation de la France au traité Euratom. En réalité, je laisse un petit peu de suspense, le scrutin n'impliquait pas l'approbation définitive du projet. Il indiquait seulement que le gouvernement français pouvait poursuivre les négociations. Sauf que le Guy Mollet de juillet 1956 n'est plus celui qu'il était en janvier.